Michel Boiron, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du CAVILAM, Alliance française de Vichy. Nous sommes à Hammamet au congrès FIPF, le congrès des professeurs du monde arabe. Vous vous intéressez au thème du burn-out, au fait de prendre soin de soi. Pourquoi ? Je m'intéresse effectivement au thème du burn-out, ou plus exactement c'est la gestion du stress. C'est la manière dont on peut gérer sa vie professionnelle et comment on peut réfléchir aussi à sa vie en tant que, dans ce cas-là, professeur. Donc, je suis professeur, quel est mon rôle, quel est le sens de mon travail et après comment je peux gérer mon quotidien pour justement éviter d'être dans le stress et éviter le burn-out qui est une maladie. Il y a vraiment plusieurs dimensions. Il y a le stress qui est une réponse tout à fait normale en fait à une sollicitation extraordinaire. Il y a la résilience qui est la faculté de résistance à un traumatisme, par exemple un accident de voiture ou un problème personnel. Et puis il y a le burn-out en fait qui est en fait une maladie cette fois-ci et qui nécessite une assistance médicale. Et c'est vrai que l'idée c'est d'être bien dans sa vie et d'éviter le burn-out qui est effectivement une maladie et qui va interrompre toute activité professionnelle pendant longtemps. Quels sont les signes avant-coureurs ? Alors les signes avant-coureurs du burn-out, en fait, bon, déjà il y a l'idée du stress en fait, et le stress continu. Il y a l'idée aussi du surmenage, c'est-à-dire lorsque on ne travaille pas 8 heures par jour ou 7 heures par jour, mais on travaille de façon continue, plus de 10 heures, 15 heures par jour par exemple, sans qu'il y ait une vraie motivation liée à un événement particulier, et là on travaille beaucoup. Donc il y a déjà des facteurs concordants qu'on peut observer, par exemple le fait qu'on s'isole de ses amis, on travaille non seulement pendant la semaine, mais on travaille aussi les week-ends, on travaille pendant les vacances, on travaille le soir. Donc il y a donc cette espèce d'idée d'engagement professionnel surdimensionné qui conduit à un épuisement physique déjà. Et après, il y a des éléments très clairs qui sont un discours dépréciatif sur soi-même, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on n'arrivera pas à faire le travail qu'on doit faire dans la journée. Il y a l'impression que personne d'autre peut le faire aussi. Il y a l'impression qu'à la fin de la journée, on est épuisé et on n'a pas réussi à faire les choses. Et puis on commence à avoir un discours réellement dépréciatif par rapport à soi-même, c'est-à-dire on pense qu'on ne fait pas son travail comme on devrait le faire, qu'on n'est pas assez reconnu pour le travail, qu'on est de moins en moins reconnu, qu'on est injustement traité. Donc on voit en fait là une espèce d'engrenage négatif qui va également avoir des conséquences physiques. Alors les conséquences physiques, c'est évidemment les insomnies, c'est évidemment l'irritabilité qui est nouvelle, c'est-à-dire plus que d'habitude, c'est le fait de se cogner au meuble tout simplement ou d'avoir des comportements irrationnels et inhabituels. C'est le côté inhabituel qui compte. Et puis quand on est sur le chemin du burn-out, en fait, on a aussi des attitudes qui font qu'on a les amis ou la famille qui alertent, qui dit attention mon cher, tu vois bien, regarde, papa ou maman, regarde, tu as l'air fatigué, etc. Tu devrais moins travailler. Et là, on entre dans le déni. Et puis on commence en fait aussi à s'auto-médicaliser avec des médicaments ou d'autres formes de produits. On va boire de l'alcool par exemple, ou prendre des comprimés, alors pas des vitamines, mais tout un ensemble de comprimés pour dormir, pour rester éveillé, pour avoir de l'énergie. Donc en fait, on voit bien ici cet engrenage qui conduit cette fois-ci à une rupture. Et la rupture, c'est on n'arrive plus à bouger, on n'arrive plus à travailler, on n'a plus d'énergie du tout. Et c'est donc effectivement ce syndrome d'épuisement professionnel qui est une maladie reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. Alors qu'est-ce que doit faire un professeur de français pour éviter cette situation ? Alors pour éviter cette situation, c'est assez simple. La première chose, c'est avoir une vie saine, c'est-à-dire de savoir déjà aimer son métier, avoir du plaisir à faire ce que l'on fait, mettre ce qu'on aime dans son travail, ça c'est une première chose. Donner du sens à son travail, c'est très important, c'est-à-dire lorsqu'on est enseignant, on travaille pour développer en fait les chances de vie en fait de nos élèves ou des personnes avec lesquelles on travaille. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de développer une estime de soi en fait, c'est-à-dire être conscient qu'on est une personne bien, qu'on travaille bien, qu'on fait des choses, qu'on réussit des choses. En gros, travailler sur les aspects positifs de sa personnalité, la manière en fait
comment dire, de faire plaisir, d'être utile aux autres. Donc ça va être des éléments concordants. Et puis travailler sur l'hygiène de vie, en fait, ça c'est très important aussi. C'est-à-dire que dans une vie, il y a un équilibre à trouver entre la vie professionnelle, la vie familiale ou émotionnelle, les satisfactions éthiques et métaphysiques, j'ai envie de dire. On a besoin aussi d'avoir de la satisfaction au niveau professionnel, se sentir équitablement rémunéré, par exemple, se sentir équitablement traité. Donc on voit en fait l'idée c'est faire du sport, par exemple aussi, avoir dans cette liste des équilibres, il faut avoir une hygiène de vie, donc éviter tout ce qui peut affaiblir en fait l'être humain, c'est-à-dire l'alcool, les drogues, et justement le surcroît de travail. Et donc voilà, en fait, en recherchant cet équilibre, eh bien, on développe le bien-être, son bien-être. Et j'ai envie de dire, en fait, lorsqu'on se sent bien, lorsqu'on est heureux dans sa vie, lorsqu'on se sent en forme, on est contagieux. Et comme on est contagieux, en fait, on aide d'autres personnes en fait, aussi à se sentir bien et à travailler correctement. Lorsqu'on est au contraire désespéré, épuisé, on est utile à personne en fait. On a besoin d'aide. Donc là, c'est le contraire, on a besoin des autres pour compenser. Et si on arrive, ce qu'on ne souhaite jamais, au burn-out, eh bien là, il y a rupture professionnelle, il y a rupture de la vie familiale, il y a rupture de tous les liens. Et donc là, eh bien, on n'est plus apte en fait, à travailler. Et donc, c'est parfois difficile même de revenir en arrière par rapport à cette situation. Donc, de toutes les façons, il faut éviter le burn-out. Et la morale de l'histoire, c'est travailler sur le bonheur, travailler sur le bien-être, parce qu'à partir de ce moment-là, on est réellement utile à son environnement. Merci Michel. Merci.